Avant que je ne constate même la grossesse, j'étais un peu malade. Donc, on a pris mon sang et puis on est parti faire les analyses. C'est là qu'on a su que je suis enceinte. Je suis allée chez le père de Colette et je lui ai dit que, voici, je suis enceinte, comment on fait? Et il a dit que, non, c'est pas ma grossesse, c'est pas moi qui t'a mis enceinte, va chercher le père de l'enfant. J'ai dit, J'ai commencé par chercher d'aide, celui qui va m'aider pour que je puisse garder cette grossesse. Parce que là, maintenant, mon père m'a déjà dit que moi, je vais quitter sa maison. J'ai commencé par réfléchir comment je vais faire. Mon père aussi m'a appelé, il m'a tapé pour ce que j'ai fait. Le traumatisme a plusieurs causes, origines. Il y a l'environnement de la gestante, il y a la violence que la femme et la gestante a subie. Pendant la grossesse, avec moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des disputes. Il y en a eu aussi avec les voisins aussi, il y a eu. Et d'autres choses aussi, pendant ce moment, moi je ne suis pas trop resté à la maison, c'était en mission. D'abord, si c'est au début, tout au début de la grossesse, la femme est toujours sous le stress et la violence corporelle, ça peut entraver la formation de l'enfant. Ça peut agir aussi sur l'évolution de la grossesse. Manger, tu ne peux pas trouver à manger. Par exemple, si une femme est enceinte, elle doit avoir envie de manger ce qu'elle veut. Et voilà que si j'ai envie de manger quelque chose, je n'ai pas l'argent pour payer la chose. Donc je ne mange pas à ma faim. La femme, une fois qu'elle a conçu, doit être entourée d'une affection, une affection particulière du côté du mari, des belles-sœurs, des belles-mères, de son environnement, pour que la femme puisse conduire sa grossesse jusqu'à terme. Et il n'y a pas le moyen pour aller aussi à l'hôpital pour faire des échos. Parce qu'on demande des échos. Si tu n'as pas l'argent pour aller faire l'écho, comment tu vas faire? Normalement, la femme doit faire au moins 8 consultations au cours de la conception. Mais d'autres font 2, 3. Celle qui ne respecte pas déjà la vaccination, pour elle-même, ne peut pas respecter pour son enfant. Il y a des analyses aussi qu'elle doit vous faire. Et nous allons voir s'il y a des anomalies à corriger. Il n'y a pas l'argent. Mon mari ne m'a pas donné l'argent. On demande l'analyse, on demande le bilan, l'échographie. Elles ne le font pas. Il y a d'autres qui se disent, non, parce que je suis dans telle église, non, on ne fait pas la vaccination. Maintenant, il faut que tu essaies de les convaincre par rapport à certaines choses avant qu'elles acceptent à faire une seule vaccination. Et puis c'est tout, tu ne vas plus la voir. C'est une fois que j'ai payé les médicaments, une seule fois que j'ai payé les médicaments. Mais après ça, je ne vais plus à l'hôpital je ne suis plus jamais allée à l'hôpital jusqu'à la naissance de l'enfant. Peut-être Il y a certains produits que la femme enceinte ne doit pas prendre au début de la grossesse. Ça peut agir sur la formation de l'enfant dans le ventre de la maman. Les femmes qui tombent enceintes ne devraient plus se retrouver dans ce genre de difficultés si les dispositions de la loi sont observées.
recueille ta chose, d'accord? Nous avons dans notre base plusieurs types de handicaps, notamment handicap visuel, intellectuel, auditif, pour ne citer que ceux-là. Ces dernières années, les enfants IMC, c'est-à-dire infirmité motrice cérébrale, nous préoccupent le plus à SSPH. Lorsque j'étais encore sur la table, lorsque elle est née, les infirmières là, c'est eux qui m'ont dit, hey, c'est quel enfant que tu as fait? Et ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as bu quelque chose? Tu as pris médicament? J'ai dit non, je n'ai rien pris. Et quand ils ont commencé par crier, j'ai dit, hey. Ils ont dit comment on va faire? J'ai dit comment on va faire? Il faut la laisser comme ça. Comme elle est déjà née comme ça, Dieu va la garder. Et elle va faire dans sa vie ce que les gens qui n'ont pas de, les gens qui ont de pieds, qui ont de mains, ce qu'il faut, elle va encore faire plus que ça dans sa vie. Mais dans mon cœur, vraiment, vraiment. Hey! Je ne peux pas dire. Au début, je coulais tous les jours les larmes. Tous les jours, je coulais les larmes. Que ce soit au lever, toute la journée d'ailleurs, je coulais les larmes. Donc, c'est un effort que je fais actuellement sur moi pour pouvoir surmonter et supporter la charge de David. J'ai tellement souffert parce que là, je n'amène même pas l'enfant à l'hôpital. Quand tu vas, quand on l'amène à la vaccination, les gens me regardent jusqu'à, j'ai commencé par avoir honte, j'ai coupé. J'ai reçu toutes sortes d'injures. Parce qu'on me disait que c'est à cause de moi que David est dans cet état. Que j'ai mis un enfant anormal en vie. On m'accusait de tout. Il y a des malformations qui sont congénitales et il y a des malformations qui sont liées à l'acte obstétrical au moment de l'accouchement. David, dans cet état-là, c'est à la naissance, puisque la grossesse a été normalement suivie. Et c'est à l'accouchement que tout le problème s'est posé. Sa grossesse, bon, il n'y a même pas eu de problème en tant que tel, mais seulement ce que s'est passé lors de sa naissance, bon, il a été ranimé. Pendant l'accouchement, que l'enfant n'a pas vite crié. Et déjà, il n'y a pas eu une oxygénation au niveau cérébral et donc les neurones cérébrales, il y a certaines parties du cerveau qui n'ont pas vite eu l'oxygène. Et donc, ces zones qui n'ont pas été, qui sont touchées et qui n'ont pas eu l'oxygène, ça voudra dire que la partie corporelle est touchée et donc l'enfant aura un problème lié peut-être au langage, à la vision, à l'audition, à la marche, ainsi de suite. Il ne parle pas, il ne fait rien à part pleurer. C'est quand peut-être il a faim et il est dépassé qu'il se manifeste à travers des pleurs. À travers des pleurs. Maintenant, pour l'urine et autres, il est tout le temps en couche. C'est déjà à la naissance que le problème s'est posé. C'est-à-dire quand il a manqué d'oxygène et puis il n'a pas crié, on l'a réanimé. Et déjà à ce moment, le cerveau a eu une lésion. Et cette lésion a des répercussions sur le développement psychomoteur de l'enfant. Il a des difficultés à s'asseoir. Et la maman ne l'a pas bien positionné. Donc c'est le problème de positionnement surtout qui fait qu'il est raide. Donc là, pour le faire asseoir maintenant, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a la spasticité qui s'est installée. C'est-à-dire le cerveau, la commande au niveau du cerveau, le cerveau a une commande anormale. Quand l'enfant veut tendre, c'est-à-dire plier, par exemple, la main et le coude, c'est le contraire qui se fait. Donc, il est raide. Tout enfant dans cet état nécessite vraiment de cours. Et comme il n'y a pas de prise en charge, donc au CNHU, c'est des frais. Arrivé à un moment donné, j'ai dû tout laisser à cause des moyens.
Non, regarde, les enfants autistes sont très agités. L'autisme, c'est une sorte d'handicap où, au niveau orthophonique, c'est caractérisé par 3 éléments. Il y a le comportement, il y a le langage qui n'est pas développé comme cela se doit et la socialisation. L'enfant préfère rester dans un coin isolé de tous. Généralement, ça intervient autour de 2 ans, 2 ans et demi, la période où l'enfant apprend à parler. Mais il y a des troubles qui s'apparentent aux troubles autistiques, comme les troubles liés aux écrans. Et là, vous voyez que quand l'enfant est très vite exposé aux écrans, où tout le temps l'enfant est en contact avec les consoles de jeu, les tablettes, le téléphone, tout ça. Et du coup, l'enfant n'arrive pas à rester dans un monde normal comme nous. L'enfant est toujours agité, et, il peut sauter tout le temps, il peut sautiller tout le temps, il marche peut-être avec la pointe des pieds. Le conseil que je donne aux parents, c'est d'éviter que les enfants soient souvent exposés aux écrans. Le mieux, c'est d'éviter que l'enfant soit exposé aux écrans, de lui parler tout le temps, de stimuler l'enfant plus avec les jeux, avec le contact visuel, pour que l'enfant ait les bases de la communication. David et moi ne sommes plus avec son papa juste à cause de la santé de David. Il n'a pas pu supporter comme moi, donc il a abandonné. Dieu a voulu qu'on soit 3, et 2 plutôt, à s'occuper des enfants. Là où il y a papa, il doit avoir maman. Donc s'il y a un qui manque, ça veut dire qu'il y a du problème. Comme tout enfant a besoin de l'amour maternel, et la maman doit être là pour assumer sa garde afin que le papa puisse vaquer à ses occupations et subvenir aux besoins du foyer. Maintenant que la maman n'est pas là pour assumer ses responsabilités incombent alors à papa et qui est obligé d'assumer les 2. Ton maître a dit qu'un enfant handicapé à mobilité 0 ne peut rien faire par lui-même. D'accord. Dans cet état, il faut tout lui faire. Donc ça nécessite réellement ma présence totale. Donc l'abandon de tous travaux et s'occuper réellement de lui comme un nouveau-né. Donc tu dois être là à 100% pour lui, tout faire normalement. Donc je suis bloquée en quelque sorte, je peux dire. Ces enfants sont souvent à la seule charge des mamans qui consacrent tout leur temps du matin jusqu'au soir sur ces enfants. À titre d'exemple, maintenant, quand il a commencé l'école, maintenant, là où il est, il sort à 15 h. Donc, les matins, il faut l'apprêter pour l'amener là-bas à 8 h. À 10 h, il ne se déplace pas, il faut aller là-bas, s'assurer de son manger à 10 h. À midi, il faut aller là-bas et à 15 h, aller le chercher. Ça veut dire du matin jusqu'à 15 h, je ne suis pas libre. C'est après 15 h maintenant que je suis libre. Et à 15 h que je suis libre pour vaquer à mes préoccupations, à qui le confier? Ce n'est que complètement le soir que je trouve de ces gens de personnes ce soutien-là pour garder David. Parce qu'en journée, tout le monde s'en va à leurs occupations. Il ne reste que moi-même pour la garde de David. Donc ce n'est que les soirs complètement où tout le monde revient à la maison pour le soutien de David. Ça va changer, ça ne va pas rester comme ça. Et d'abord, ça change déjà. Le début, ce n'était pas comme ça. Au début, quand on l'a amené, il traînait le ventre, il marchait avec le ventre. Il n'arrivait même pas à se tenir debout. On dit souvent que Dieu ne donne que ce que l'on peut garder. Donc, à des moments donnés, je me dis que ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai la possibilité de pouvoir supporter que cela m'arrive. Quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui ne parle pas et qui ne marche pas,
qui traîne le ventre par terre. 2015, 2016 et 2022, celui-là se tient debout et qui voit, il y a espoir. Je suis tellement fâchée contre son père, mais ce n'est pas la grâce de Dieu que je lui pardonne. Ce n'est pas la grâce de Dieu que je lui pardonne. Et c'est tout, mais je suis fâchée contre lui. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu que j'ai laissé ça. J'ai laissé parce que je dois pardonner pour que Dieu me pardonne moi aussi. Ah bon? Ils ont dit que les sous-mères ne sont pas intelligents. Oublie-les. Ils n'ont qu'à venir dans notre école ici pour voir.